Finance et biodiversité, c'est le thème de notre débat tout de suite à l'occasion de la semaine de la finance responsable qui se tient jusqu'au 8 octobre à Paris. Je vous présente Grégoire Coustet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général du Forum pour l'investissement responsable. À vos côtés, Mathieu Morin. Bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes président d'Iceberg Data Lab. En quelques mots, c'est quoi Iceberg Data Lab? Iceberg Data Lab, c'est une fintech, c'est-à-dire une société tech qui travaille à destination du secteur financier, apportant des solutions de mesure de l'empreinte, notamment sur la biodiversité. Donc c'est un outil pour les entreprises et pour les organisations d'une manière générale. C'est un outil pour répondre à la question suivante: quel est l'impact de mon portefeuille sur la biodiversité? Ouais. Grégoire Coustet, vous organisez cette semaine de la finance responsable. Qu'est-ce qu'il a défini précisément, la finance responsable? Alors, Parce que c'est un vrai débat, ça. Oui, la finance responsable, c'est une finance qui veut donner du sens Ouais. aux investissements, qui veut répondre aux grands enjeux de société, aux grands enjeux du développement durable, environnementaux, sociaux, assez classiques, et faire face un peu aux transformations du monde. Aujourd'hui, ce sont beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés, qui se mobilisent sur la finance responsable, sous des pressions diverses et variées, des pressions sociétales, assez classiques, assez naturelles, et les demandes finalement de la société, mais aussi dans un cadre réglementaire. On a aujourd'hui, en France, au niveau européen et même au niveau international, au niveau mondial, des pressions qui sont faites pour transformer la finance, et pour le meilleur. Du coup, c'est quand même une bonne nouvelle que aussi les pouvoirs publics se saisissent de cette question. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui par rapport à la finance globale? Alors, je sais qu'il y a la croissance est forte, on l'a souvent dit dans cette émission, mais ça représente quoi aujourd'hui, la finance responsable? C'est une très bonne question dans la mesure où on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Difficile d'y répondre. On a des questions de définition par rapport à ce que c'est que la finance responsable. Elle peut prendre des formes assez variées. Il y a un triptyque qu'on connaît bien qui s'appelle l'ESG, environnemental, social, gouvernance. C'est donc un prisme d'analyse qui permet de quantifier ce qu'on peut appeler la finance responsable. Mais il y a plein de manières de prendre l'environnement, plein de manières de prendre le social. Et la gouvernance, c'est une chose qui est assez transversale, qui est aussi utilisée par les financiers plus classiques. Mais donc c'est difficile de donner un chiffre. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on va considérer que la finance doit devenir responsable, en particulier, et globalement, avec des spécificités au sein de cette intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions de placement, avec peut-être une nouvelle définition, un nouvel objectif que vous connaissez bien, c'est l'impact. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on va viser, effectivement, c'est un impact environnemental, c'est un impact social, et c'est ça qui va définir les nouveaux contours, finalement, de la finance responsable, qui est en pleine évolution en ce moment. On va parler biodiversité longuement, on a encore du temps, mais dernière question là-dessus, ça pose aussi une question de financement pour certaines industries, pour certaines entreprises qui sont les entreprises, j'allais dire, de la vieille économie, c'est toute l'économie carbonée. Donc est-ce que la finance va finir par ne plus, ou quasiment plus, financer ces secteurs? Oui, c'est probable. En tout cas, c'est ça la tendance aujourd'hui. Ça va être de plus en plus difficile de trouver de l'argent sur les marchés financiers quand on n'aura pas fait montre de responsabilité en tant qu'entreprise. Donc oui, c'est bien la tendance de fond. Et tant mieux. Ce que doit faire l'investisseur responsable, c'est aussi accompagner finalement les entreprises qui aujourd'hui sont peut-être, je sais pas, on va dire les mauvais canards pour la transformation, qui deviennent peut-être des signes demain. Alors on va parler biodiversité. Vous venez de publier, c'était il y a quelques jours, un cahier finance et biodiversité. Il y a des constats qui sont assez effrayants. Hein. 6e extinction de masse en chiffres, 882 espèces à cause des activités humaines qui ont disparu, dégradation par l'homme de 75% de l'environnement terrestre, les coraux, les populations d'espèces vertébrées qui ont disparu, et puis surtout les espèces menacées, un quart des espèces menacées d'extinction. Si on ne fait rien, ce cahier finance et biodiversité, Mathieu Morin, est-ce qu'il est d'abord destiné justement à prendre conscience de ça? À qui il est destiné? Il est destiné aux professionnels et à l'écosystème, si je peux utiliser cette image, de la finance responsable. C'est-à-dire à faire comprendre, dans le fond, quel est l'enjeu. Voilà, pourquoi je dois aller expliquer à mes gérants, par exemple, que oui, il est important de prendre en compte ces paramètres. Parce qu'il y a une situation de fond qui est problématique. Vous avez cité de nombreux chiffres. On pourrait aussi dire que 40% des espèces d'oiseaux marins sont impactées par le plastique, sujet dont on parle récemment. 40%. Prenez 10 oiseaux, il y en a 4 dans lesquels vous retrouverez dans leur organisme des traces de plastique. D'une part, qui explique un développement réglementaire
le congrès de l'UICN vient de se clôturer à Marseille. La COP 15 biodiversité va se tenir. Des COP, donc des rassemblements gouvernementaux pour prendre des actions régulatoires. Il s'en tient sur 2 grandes thématiques qui impactent l'humanité, le climat et la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Sujet de fond, on l'a évoqué, la 6e extinction, et donc impact réglementaire. C'est-à-dire que tout ça, comme on l'a vu sur le climat, va se transcrire sur des normes, des interdictions, des taxes, une pression normative sur des thématiques connexes mais différentes, du sujet de la déforestation, de l'artificialisation des sols, du climat. Et donc un investisseur responsable, mais même un investisseur prudent et raisonnable, se doit d'intégrer ces risques dans tout simplement le pilotage de sa gestion. Donc ce cahier vise à lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qui va venir en termes de réglementation, et que donc ça n'est pas, c'est une thématique incontournable. Et enfin, comment, c'est-à-dire comment très concrètement on peut utiliser des outils pour mesurer l'impact des sociétés et donc des portefeuilles financiers sur la biodiversité. La biodiversité, en fait, depuis plusieurs années, on est très climat. Et on a l'impression que la finance se préoccupe maintenant de la biodiversité. Est-ce que je caricature quand je dis ça? Incontestablement, on arrive sur la biodiversité avec un peu les mêmes cycles, les COP, des outils de mesure, des réflexions aujourd'hui sur l'empreinte, et vont venir des réflexions sur la trajectoire et l'alignement. 10 ans plus tard, tard par rapport à la situation de perte de biodiversité et d'effondrement, mais d'un autre côté, on peut bénéficier de tout le retour d'expérience déjà acquis sur la construction d'outils, de normes, de suivi des trajectoires et de l'impact des portefeuilles, et donc accélérer et avancer plus vite, et c'est ça ce dont je peux témoigner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette thématique, beaucoup d'investisseurs s'en saisissent pour mener des études sur leur empreinte, la rotation de leurs actifs, et ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire le dialogue actionnarial avec des sociétés, pour savoir concrètement quelles mesures elles font pour mesurer leur impact et pour le réduire en termes d'impact sur la biodiversité. Grégoire Coustet, on parle de finance de la conservation, c'est ça? C'est le terme que vous employez? Alors c'est une des parties effectivement de la biodiversité. Mais pour revenir un petit peu sur ce que disait à l'instant Mathieu, je pense que l'investisseur responsable, il s'intéresse aussi aux questions sociales. C'est des questions importantes. La lutte contre les inégalités aujourd'hui, c'est absolument clé. Il va y avoir des migrations. Enfin, il y a énormément de sujets aujourd'hui qui sont intéressants. Là où sur la biodiversité et le climat, on a une question un peu spécifique, et c'est pour ça que c'est devenu la priorité finalement des investisseurs responsables, et dans le cadre de la réglementation également, c'est le caractère irréversible de ces phénomènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le climat se dégrader parce qu'il y aura des points de non-retour. Et de la même manière, les pertes de biodiversité aujourd'hui sont tellement importantes et peuvent avoir tellement d'impact sur nos sociétés qu'elles sont devenues prioritaires. Voilà. Donc effectivement, on peut parler de conservation dans ce contexte-là. On doit conserver nos écosystèmes et les services écosystémiques que rendent que nous donne la nature et un certain nombre d'animaux, par exemple. Si vous me laissez juste une petite minute, je peux vous donner un exemple assez important ou assez éclairant de ce que c'est qu'un service écosystémique rendu par des animaux, par exemple. On a un cas en Inde qui date un petit peu maintenant, où on a vu disparaître des vautours. On parle de quelques dizaines, on est autour de 80 couples de vautours qui rendaient un service écosystémique très simple, c'est qu'ils faisaient l'équarrissage des cadavres qui traînaient. Ils ont disparu à cause notamment de pesticides et de différentes raisons qui sont liées à l'activité humaine. Donc il y a des carcasses d'animaux qui restent. Exactement. Substitution des vautours, ce sont les chiens qui sont venus équarrir les cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé? À la différence du vautour qui est au bout qui est un cul-de-sac épidémiologique, le chien, lui, il est porteur de la rage. Donc du coup, on s'est retrouvé à une situation où la rage a commencé à se propager, et on a eu la pollution également des eaux au niveau local et qui ont affecté toutes les populations. Donc à la fois sur la santé publique liée à l'eau et également sur les maladies, la propagation de la rage. Qu'est-ce que ça a fait au bout du compte? Eh bien, ça a fait que l'État indien a été obligé de dépenser des dizaines de milliards de dollars en santé publique pour compenser le service écosystémique rendu par simplement quelques vautours.
Ouais. Et donc c'est là où il faut être extrêmement prudent quand on touche aux écosystèmes, c'est qu'on ne bouleverse pas les services écosystémiques qui leur sont... D'ailleurs, si on élargit, je vais vous redonner la parole, mais cette démonstration, elle est limpide, mais c'est Crawford School qui a essayé d'évaluer la valeur de la nature. Vous donnez ça dans ce cahier Finance et Biodiversité, entre 125 000 et 145 000 milliards de dollars par an. Alors, ce n'est pas une estimation facile à faire, mais on imagine qu'on a dû multiplier les exemples comme celui que vous venez de nous donner, Grégoire Coustet, pour évaluer ce que valaient les systèmes et les services écosystémiques mondiaux. Il y a un autre exemple, c'est la déforestation importée. Là aussi, on est dans une démonstration assez grand public, d'une certaine façon. On peut la faire. Oui, ça touche à la thématique, par exemple, de l'huile de palme, Ouais. du bœuf et du soja importés du Brésil qui contribuent à la déforestation locale. Effectivement, et l'exemple que donnait Grégoire souligne deux phénomènes. D'une part, le coût de cette perte de biodiversité absolue, et d'autre part, on imagine que des actions ont été mises en place par le gouvernement pour chasser ces chiens, les traiter, etc. Le coût de remplacement. Voilà. Et donc, sur cette thématique, comme effectivement sur celle du climat dont on a parlé précédemment, la gestion, en fait, le fait de ne pas gérer ce problème fait qu'il aura un impact de toute manière sur votre portefeuille et sur les constituants de ce portefeuille. Donc la gestion de cette thématique est inévitable. Et qu'est-ce qui est compliqué, on va terminer là-dessus, dans ce défi d'avoir finalement des outils d'évaluation qui soient fiables, qui soient reconnus par tous Parce que moi, quand j'ai vu ce chiffre là sur la valeur de la nature, c'est quand même très compliqué à évaluer. La valeur de la nature, c'est très compliqué à évaluer. Par contre, aujourd'hui, on a un certain nombre de modèles qu'on appelle des fonctions de dommage qui permettent de passer de l'activité d'une société à sa pollution, à ce qu'on appelle des pressions sur la nature. Et donc, on est capable de hiérarchiser des solutions selon leur niveau de toxicité ou selon leur niveau, les substituts au plastique, par exemple, de réduction d'un phénomène. Ça, on sait assez bien le faire, et donc on a déjà une boussole qui indique le nord et qui permet d'aller dans la bonne direction. La prochaine étape, c'est celle de la construction de ce qu'on appelle une trajectoire, comme les 2 degrés de l'alignement de l'accord de Paris, pour dire, voilà, je réduis mon impact, mais est-ce que je l'ai réduit suffisamment ? Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, les chercheurs notamment travaillent pour permettre, au-delà d'avoir une boussole, d'avoir une carte. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter donc, dans le cadre de cette semaine de la finance responsable ce cahier finance et biodiversité. À bientôt sur Bismart. Smart Ideas maintenant, on met la combi, on part à Lacanau, il y a une belle droite, c'est du surf écologique.